fasse trembler les royaumes, bien avant qu'il ne traverse les déserts, les montagnes et les fleuves du monde connu. Alexandre n'était qu'un enfant né dans un palais de pierre au nord de la Grèce. Il n'était qu'un enfant certes, mais un enfant entouré de puissance. Il vint au monde en 356 avant notre ère à Pella, capitale du royaume de Macédoine. Un territoire souvent méprisé par les grandes cités grecques comme Athènes ou Sparte. Pour elle, la Macédoine était une terre rude, habitée par des guerriers plus proches des montagnards que des philosophes. Mais elle se trompait, car dans ce royaume, un homme était en train de tout transformer. Philippe II, le père d'Alexandre. Philippe n'était pas un roi ordinaire, il était un bâtisseur d'empire, un stratège méticuleux, un visionnaire. Il avait réorganisé son armée, créé la célèbre phalange macédonienne, introduit des piques gigantesques et imposé une discipline de fer. Sous son règne, la Macédoine commençait à dépasser toutes les cités grecques, et Alexandre observait cela chaque jour de son enfance. Sa mère Olympias était d'un tout autre monde, princesse d'Épire, mystique, farouche, passionnée. Elle parlait souvent à son fils des dieux, des héros et des esprits protecteurs. Elle lui racontait les exploits du légendaire Achille comme si c'était l'histoire d'un oncle, et elle affirmait avec une certitude presque troublante que lui aussi était destiné à accomplir des choses extraordinaires. Elle ne voyait pas son fils seulement comme un prince, mais comme un être marqué par le divin. De cette union improbable entre un roi pragmatique et une reine visionnaire naquit l'esprit qui façonnerait Alexandre, une volonté implacable d'un côté et une croyance profonde de son destin de l'autre. Très jeune, le prince se passionna pour les chevaux, et parmi eux, un attira toutes les attentions. Bucéphale, un étalon noir au tempérament impossible. Les meilleurs cavaliers de Macédoine avaient essayé de le monter. Tous avaient échoué. Le cheval se cabrait, le cheval mordait, ruait avec une fureur incontrôlable. Un jour, alors que les soldats riaient de cet animal indomptable, Alexandre, qui n'avait alors que 12 ans, s'approcha en silence. Il avait remarqué certaines choses que les adultes n'avaient pas vues. Bucéphale avait peur de son ombre. Alors, il posa doucement une main sur son encolure, le tourna face au soleil pour que l'ombre disparaisse devant lui, et monta dessus comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Le cheval partit au galop, mais Alexandre resta parfaitement en selle. Quand il revint, Philippe, que rien n'impressionnait, fut bouleversé. Il dit alors une phrase qui marquerait Alexandre à jamais. « Cherche un royaume à ta mesure, mon fils. La Macédoine est trop petite pour toi. » Pour un enfant, entendre cela était comme recevoir une prophétie, et Alexandre la prit au sérieux. Philippe voulut faire de son fils un soldat, mais il voulait aussi faire de lui un esprit supérieur. Il fit donc venir un maître hors du commun, nommé Aristote, l'un des plus grands philosophes de l'histoire. Pendant plusieurs années, Alexandre étudia sous sa direction. Aristote lui enseigna tout son savoir, allant de la philosophie à la médecine. Il lui transmit aussi un amour profond pour Homère et surtout pour l'Iliade, qui devint le livre de chevet d'Alexandre. On dit même qu'il l'avait en permanence avec lui lors de ses campagnes. Mais Aristote transmit aussi une idée plus subtile, celle que les Grecs représentaient une civilisation supérieure, destinée à éclairer les autres peuples. Alexandre n'oublia jamais cette vision qui jouerait un rôle majeur dans sa conquête de l'Asie. Dès l'adolescence, le jeune prince n'était déjà plus un simple prince. Il accompagnait son père lors de ses campagnes militaires, observait les généraux, apprenait à lire un terrain, à organiser une armée, à comprendre la peur d'un soldat et le courage d'un autre. À 16 ans, lorsque Philippe fut occupé par une guerre, Alexandre fut laissé à la tête du royaume.
une charge décisive de cavalerie qui brisa la ligne sacrée de Thèbes. Ce jour-là, Alexandre n'était plus vu comme un enfant prodige, mais comme un véritable commandant. Pourtant, derrière les victoires, la relation entre le prince et son père se détériorait. Philippe se remariait et il craignait qu'un héritier plus jeune prenne sa place. Sa mère Olympias, quant à elle, alimentait la discorde. Les tensions devinrent explosives lorsque, lors d'un banquet, un soldat ivre déclara que Philippe aurait enfin un véritable héritier grâce à sa nouvelle épouse. Alexandre bondit, furieux. Philippe se leva à son tour pour tenter de l'arrêter, mais tituba et s'effondra devant toute la cour. Ce soir-là, Alexandre comprit que son lien avec son père était irréparablement abîmé. Et pourtant, le destin allait tout bouleverser. En 336 avant Jésus-Christ, alors que la Macédoine se préparait à une nouvelle campagne militaire, un cri traversa la foule. Le roi Philippe II venait d'être assassiné, frappé en plein cœur lors d'une cérémonie publique. On ne sut jamais vraiment pourquoi. Certains parlèrent de vengeance personnelle, d'autres d'un complot politique, et certains à voix basse osèrent même soupçonner Olympias, l'épouse passionnée et imprévisible du roi. Quelles qu'en soient les raisons, le destin venait d'être bouleversé. Alexandre, 20 ans à peine, fut proclamé roi. Mais il n'héritait pas d'un trône paisible. Le royaume était fragile, des nobles complotaient, des ennemis extérieurs attendaient la moindre faiblesse, et les cités grecques se préparaient à se soulever. L'armée elle-même observait ce jeune souverain avec prudence. Pourtant, le jeune prince devenu roi ne vacilla pas. Il frappa vite, avec une autorité surprenante. Les comploteurs furent éliminés, la famille royale protégée. Et lorsque le jeune roi parla d'une voix ferme, calme, presque trop mûre pour son âge, les soldats l'acclamèrent comme ils avaient acclamé son père. Ce moment décida de tout. L'armée, cœur du pouvoir macédonien, venait de reconnaître son maître. Alors, Alexandre marcha vers la Grèce. Il avança si vite que les cités furent prises de court. Athènes s'inclina sans combattre. Sparte resta silencieuse, prudente, mais Thèbes osa défier le jeune roi. En réponse, il rasa la cité de fond en comble. Un acte brutal, terrible, mais qui fit comprendre à tout le monde que ce roi-là n'était pas une marionnette héritant d'un empire, mais un conquérant en devenir. Une fois son autorité solidement établie, il put reprendre le rêve que son père n'avait jamais eu le temps d'accomplir, la conquête de l'empire perse. Un empire riche, immense, étendu sur 3 continents gouvernés par Darius III, un roi puissant en apparence mais affaibli par les intrigues de cour et les défaites passées. Alexandre savait que ce monde-là était prêt à vaciller. En 334 avant JC, il traversa l'Hellespont. Lorsqu'il posa le pied sur le sol asiatique, il lança devant lui une lance et déclara qu'il prenait possession de l'Asie. Cette scène presque théâtrale disait tout de son ambition. Il n'avait encore rien conquis, mais il se comportait déjà comme le maître du continent. La première grande bataille eut lieu au fleuve Granique. Alexandre faillit laisser la vie, encerclé par des nobles perses, mais fut sauvé in extremis. La victoire ouvrit toute l'Asie mineure aux Macédoniens. Un an plus tard, à Issos, il affronta Darius III lui-même. La bataille fut rapide, violente et décisive. Il mena la charge avec une audace folle, si bien que Darius prit peur et s'enfuit, abandonnant sa famille derrière lui. Alexandre comprit alors qu'il pouvait faire tomber l'empire perse. Tyr fut son prochain défi, une île fortifiée, impossible à atteindre. Alexandre ordonna de construire une gigantesque digue reliant la ville au continent. 7 mois de longs travaux de sang et de résistance, mais la cité finit par tomber. C'était un message adressé au monde. Aucun obstacle, pas même la mer, ne pouvait arrêter cet homme.
se retrouva ensuite en Égypte, auquel celle-ci se soumit sans combattre. Alexandre y fut accueilli comme un libérateur, presque comme un dieu. Il fonda Alexandrie, qui deviendrait rapidement un des plus grands centres intellectuels du monde. Puis, dans l'oasis de Siwa, les prêtres de l'oracle d'Amon l'appelèrent fils du dieu. Alexandre crut dans ce destin divin, ou plutôt choisit d'y croire, et sa légende se construisit autour de cette conviction. En 331 avant JC vint Gogamel, l'ultime affrontement avec Darius. Le roi perse avait rassemblé une armée gigantesque afin de laver son précédent affront. Alexandre, lui, comptait sur sa vitesse, sa discipline et sa stratégie. Il déjoua les plans ennemis, trouva une brèche dans les lignes et lança sa charge. Darius s'enfuit une seconde fois, mais son empire, cette fois-ci, ne se releva plus. Babylone, Suse, puis Persépolis tombèrent. Alexandre était désormais le souverain d'un territoire immense, mais la conquête appelait la conquête. Alors, il repartit vers l'est. Il traversa l'Hindou-Kush, affrontant des peuples inconnus, et atteignit l'Inde. Là, il rencontra le roi Poros, monta contre lui à l'Hydaspe et remporta une victoire difficile, marquée par les éléphants de guerre qui semaient la terreur. Mais après des années à marcher, combattre, conquérir, ses soldats refusèrent d'aller plus loin. Ils voulaient rentrer chez eux. L'empereur eut beau supplier, il dut céder pour la première fois. Le retour fut terrible et lors de la traversée du désert de Gédrovie, son armée et lui-même subirent le courroux des éléments et beaucoup d'hommes perdirent la vie. Mais Alexandre survécut, encore, presque par miracle. Enfin, il rentra à Babylone, chargé de projets, parlant déjà de nouvelles conquêtes, l'Arabie, les mers de l'Ouest, des réformes pour unir Grecs et Perses dans un même empire. Ses rêves désormais dépassaient même les frontières du monde connu. Puis, soudain, il tomba malade. Une fièvre fulgurante le cloua au lit. Pendant plusieurs jours, il ne put plus parler, mais resta malgré tout conscient. Ses soldats, bouleversés, passaient un par un devant lui pour lui dire adieu. Lorsqu'Alexandre s'éteignit, à seulement 32 ans, il laissa derrière lui un empire si vaste qu'aucun homme, pas même lui, n'aurait pu vraiment le gouverner. Les généraux qu'il avait suivis jusqu'aux confins du monde se regardaient alors avec méfiance. Ils avaient partagé les batailles, mais pas les ambitions. L'armée était divisée, les chefs affamés de pouvoir et aucun héritier n'avait été clairement désigné. Très vite, le gigantesque royaume macédonien se déchira. Ce morceau-là et devint une mosaïque de royaumes rivaux. Pourtant, l'héritage d'Alexandre ne se mesurait pas dans les frontières qu'il avait tracées. Son passage avait transformé le monde. Partout où son armée dépassait, les cultures s'étaient rencontrées, mêlées, enrichies. La pensée grecque s'était installée dans les palais perses. L'art égyptien avait inspiré les savants macédoniens, et parmi elles, Alexandrie. Cette cité lumineuse qui deviendrait un phare du savoir, un carrefour où se croisaient savants, poètes, astronomes et philosophes venus des 4 coins du monde. Il légua aussi une vision inédite du pouvoir. Alexandre ne rêvait pas d'un empire bâti sur la domination seule, mais d'un monde capable de se fédérer autour d'une idée commune, où des peuples différents partageraient les mêmes routes, les mêmes échanges et parfois les mêmes dieux. Et puis, il laissa une légende. Sa mort précoce, au sommet de sa gloire, nourrit le mythe d'un souverain trop grand pour son époque, trop vaste pour tenir dans une seule vie. On se souvenait de l'enfant qui avait dompté Bucéphale, du jeune roi qui avait défié Darius, de l'homme qui avait traversé les continents comme on traverse un rêve. Avec le temps, Alexandre devint plus qu'un conquérant, il devint un symbole, celui de la volonté, du désir d'aller plus loin, de cette ambition brûlante qui pousse les hommes à toucher l'horizon. Il avait voulu conquérir le monde, et d'une certaine manière,